Salut les débriefeurs du dimanche, comment ça va? Salut Salut, Pierre. salut. Alors, aujourd'hui, on a un joli menu puisque on va, une fois n'est pas coutume, s'intéresser à la droite, qui est un peu en mode panique à bord en ce moment, hein, avec une projection à lointaine du prochain vote qui aura lieu le 4 décembre du choix du candidat. Et puis, on parlera aussi des centristes qui essaient de peser aussi dans ce choix-là. Mais d'abord, un mot sur l'autre événement du week-end, qui était le lancement de campagne d'Anne Hidalgo, avec un changement de ton. On va y revenir. D'abord, Catherine, toi, tu as écouté le discours d'Anne Hidalgo en entier, je crois. Moi aussi. Hein. Ah, toi aussi, Pablo, ok. Oui, Moi, oui. j'ai vu que des bribes de discours. Je crois qu'on a tous les trois convergé vers la même idée. Il y a une nouvelle Hidalgo qui est parue ce week-end. Catherine, qu'est-ce que tu as pensé de ce discours? Ah ben, j'ai pensé qu'elle était entrée en campagne et qu'on avait une candidate à l'élection présidentielle. Je pense que déjà, ça m'a fait comprendre qu'on ne parle pas de la même manière devant un pupitre de 400 Happy Few et devant une salle de militants. C'est-à-dire que là, il y avait un meeting, elle avait du monde devant elle, il y avait une ambiance et elle était tonique. Elle a fait un discours que j'ai trouvé intéressant, qui articulait entre du projet et des propositions. Elle est bien campée sur sa position social-démocrate. Dans les propositions qu'elle a dévoilées, elle tient bon sur le doublement des salaires des Des profs, profs, ouais. ce que ne fait pas Olivier Faure aujourd'hui dans l'émission de France Inter, c'est-à-dire que on sent que ça tangue un Ouais. peu au sein du Parti socialiste à ce sujet. Bon, elle maintient sa proposition et puis elle égrène un certain nombre de propositions, genre 60% de jeunes qui auront une formation dans l'enseignement supérieur, le droit de mourir dans la dignité, le passage de la majorité à 16 ans, enfin des choses comme ça. Il n'y a rien, un ISF climatique. Bon, tout ça est très gentiment social-démocrate. Mais c'était pas mal articulé, ça avait de la tenue. Et surtout, ce qui m'est apparu intéressant à relever, c'est que elle s'est bien ancrée dans l'histoire du Parti socialiste, dans l'histoire de la gauche. Et j'ai trouvé que ça lui a donné du contenu et de la tenue quand il s'agissait de parler de la France, d'une vision de la France. C'est-à-dire face à un Zemmour souverainiste, identitaire, nationaliste, etc. Elle, ce dont elle a parlé, c'est de la France, des conquêtes sociales, des conquêtes de dignité, de l'égalité. Et donc, cet ancrage dans l'histoire socialiste et l'histoire de la gauche, là, je pense que c'est un avantage pour elle pour pouvoir avoir une bonne présence sur ce terrain qui est actuellement celui qui fait fureur. Aubry a même eu cette phrase en citant Pierre Mauroy et en s'adressant à Anne Hidalgo, elle l'a dit: Pierre Mauroy aurait dit que tu es l'héritière de notre avenir. Pablo, tu es d'accord avec ça? Elle s'est vraiment inscrite dans les pas de ce qu'est la social-démocratie, de ce qu'a toujours été le Parti socialiste finalement. Alors oui, mais c'est assez ambivalent. Enfin, je rebondis sur ce que vient de dire Catherine. Et toi, tu parles d'avenir, et Catherine parlait plutôt de l'orthodoxie socialiste. Et je trouve que c'est là, en fait, que Anne Hidalgo, à mon avis, on ne sait pas trop, en fait, encore où elle habite. Elle est enfin depuis hier, et vraiment, Catherine a eu raison de mettre l'accent là-dessus, elle est enfin la candidate du Parti socialiste, ce qu'elle n'était pas jusqu'à présent, et donc elle est aussi la candidate de l'histoire du Parti socialiste, c'est-à-dire qu'elle elle a parlé de Jaurès, de Blum, de François Mitterrand, les gens ont hurlé quand il y a eu le mot François Mitterrand, elle a même parlé, elle a rendu hommage aussi à François Hollande et à Ségolène Royal, qui était la dernière candidate femme socialiste à la présidence de la République. Donc, elle a réussi à ramasser en fait cette histoire socialiste et à la faire sienne. La question, c'est maintenant, genre, toi, tu parles de la question de l'avenir. C'est ça qui est, à mon avis, encore en pointillé. Alors, je suis aussi d'accord avec Catherine lorsque tu dis il ne faut pas vendre la peau de la social-démocratie avant de l'avoir tuée. C'est absolument certain. On a vu comment ça s'est passé dans d'autres pays, notamment en Allemagne, où on pensait que la social-démocratie était morte et elle a quand même réussi à faire un score tout à fait honorable aux dernières élections. Euh, je peine encore en fait à voir exactement quel va pouvoir être le chemin que va emprunter Anne Hidalgo, parce qu'aujourd'hui on a vu en fait qui a pris la parole hier au meeting. Ce sont des maires, principalement son équipe de maires qu'elle a autour d'elle. Alors il y a des voix qui sont différentes, il y a des voix qu'on ne connaît pas très bien, comme la maire de Nantes, Johanna Roland. Enfin, on n'a pas l'habitude de la voir au plan national. Ils ont tenu des discours, mais
moi, ce que j'ai trouvé, c'est que tous ces discours, en fait, se ressemblent plus ou moins. Enfin, ce sont tous des maires de villes moyennes, mais plutôt de grandes villes, hein, exactement comme Anne Hidalgo, à son image d'ailleurs, qui porte finalement un peu les mêmes projets. Alors, pas tout à fait, on va me dire, bah oui, mais Carole Delga, déjà, elle n'est pas maire, elle est présidente de région, elle est un peu plus sur les questions sociétales, etc., assez proche du printemps républicain. Mais Johanna Roland, Michael Delafosse, il est maire de quoi déjà? De Reims. Non, Michael Non, Delafosse, pas c'est dans le Reims. sud. Ah non, C'est oui, t'as Montpellier, raison. pardon. Le Montpellier? maire de Avec l'autre Montpellier. maire de Donc socialiste. voilà, en fait, mais tout le monde, en fait, moi, ce qui m'a un peu frappé, c'est qu'hier, j'ai trouvé une grande homogénéité, en fait, des différents discours qui étaient proposés à la tribune. Et du coup, je me dis, où est-ce que Anne Hidalgo va aller puiser, en fait, ce qui lui manque aujourd'hui cruellement mais on ne parle pas d'augmenter un peu son score. Elle part là, elle est créditée de 5% dans les sondages. Donc, il faut un séisme pour qu'elle puisse démarrer sa campagne. Et hier, je suis désolé, Catherine, mais j'ai pas vu le séisme. J'ai pas vu le début d'étincelle de quelque chose où on pourrait se dire, ah, elle va doubler, voire, en fait, ce qu'il faudrait qu'elle fasse, c'est qu'elle triple son score dans les sondages. Si j'osais, Pablo, tu fais du François Hollande, là, parce que c'est un peu la critique que fait François Hollande à ses camarades socialistes. C'est-à-dire qu'il dit, il est gentil avec Anne Hidalgo, mais il dit quand même, le problème d'Anne Hidalgo, c'est qu'elle cumule un certain nombre de projets, de propositions, pardon, sans avoir véritablement de projet global, un projet, une vision de société. Il parle de candidature lilliputienne aussi, hein, c'est pas très sympathique. Anne Hidalgo a dû se sentir concernée. Moi, je trouve que on s'était dit ça C'est pas la du vin semaine rouge, dernière. Pablo? Tu continues C'est de pas la encore grenadine, aujourd'hui? pardon. Ça va alors. Non, mais comme tu étais déjà à l'apéro sur Regard il y a 2 jours, je me dis que Non, c'est j'ai beaucoup. pardon. On s'était dit la semaine dernière que Anne Hidalgo manquait vraiment de substance et que s'entourer de maires, c'est-à-dire de gens qui finalement ont la même pratique qu'elle, n'allait pas l'aider à monter le seuil, ce que tu viens de dire. On s'était déjà dit la semaine dernière, moi je ne l'ai pas ressenti de la même manière cette fois-ci. D'abord, je dois dire que c'est la première fois que j'entendais Johanna Roland, qui est sa directrice de campagne et qui est aussi la maire de Nantes. Et je me suis dit, waouh, c'est une bombe celle-là. Vraiment, je veux dire, c'est pas du tout. C'est pas, elle n'est pas chochotte. Elle fait de la politique et j'ai trouvé que ça tenait vraiment la route. Ensuite, j'ai trouvé que justement, il y avait un assez bon équilibre entre du projet, des propositions et de la politique dans le discours de Anne Hidalgo. Et à propos de politique, moi, ce que j'ai noté, c'est elle avait un ton plutôt rassembleur, ce qui n'a pas toujours été le cas dans ses propos. Et par exemple, je trouve que ça tranchait avec Carole Delga qui intervenait en visio, quoi. Et Carole Delga explique que nous, ce que notre différence, c'est qu'on va réconcilier l'écologie et l'économie. Anne Hidalgo a dit exactement le contraire. Elle a dit ce n'est pas sur l'écologie qu'il faut qu'on se fracture et qu'on se divise, il faut qu'on se rassemble sur le combat écologique et, ajoute-t-elle, d'autant que les catégories sociales populaires en ont le plus besoin. C'est-à-dire qu'elle envoie plein de messages. Elle dit à la fois on ne va pas se diviser, donc je ne vais pas faire la guerre avec les écolos, et par ailleurs, on ne va pas se diviser la nation sur cet enjeu-là parce qu'il faut qu'on soit tous regroupés. Et moi, je suis garante du fait que le combat pour l'écologie ne laissera pas sur la route les plus défavorisés. Et j'ai trouvé que dans son discours, d'une façon générale, même quand elle parle des sujets où elle a été extrêmement clivante, comme sur la République, la laïcité, etc., là, elle a évidemment réaffirmé son attachement à la laïcité et à la République, et c'est tant mieux ainsi, mais elle ne l'a pas fait pour discréditer les autres, elle ne l'a pas fait de façon agressive à l'égard des autres. Donc moi, j'ai trouvé qu'elle était... on sentait un bouger, je ne sais pas avec qui elle a discuté ces derniers temps, mais en tout cas, ce n'est pas la même Anne Hidalgo qu'il y a 1 an et même qu'il y a 1 mois et demi. Et c'est pas la même Hidalgo non plus, au sens où c'est vrai qu'on entend souvent intervenir sur la question de l'écologie. Elle a moins porté son discours sur la question écolo que sur la question sociale aussi, là, cette fois-ci. Ouais, mais alors là, le problème, c'est qu'elle pâtit, à mon avis, non pas d'une image, parce que souvent les gens lui renvoient son image de bobo, etc., mais d'un bilan qui est que, on l'a déjà rappelé ici, hein, ou dans les lignes de regard, dans les articles de regard, Paris est une ville excessivement bourgeoise qui n'a cessé de s'embourgeoiser depuis des dizaines d'années, qui continue en fait de s'embourgeoiser.
la maire de Paris, qu'en est finalement un peu le symbole en fait absolu, je ne vois pas comment, en fait, lorsqu'elle parle, comme l'a rappelé Catherine, en fait, de la question sociale, des catégories populaires, j'arrive pas tellement à comprendre comment elle peut imaginer qu'on va la croire en fait sur ce sujet-là, dans la mesure où à Paris, elle n'a absolument pas réussi. Peut-être qu'elle a essayé de faire des choses, mais en tout cas, c'est le constat d'un échec. Et donc du coup, parler de la question sociale, je comprends en fait pourquoi elle a envie un peu de se détacher de la question écolo, qui de toutes les façons, aujourd'hui, ça c'est un prérequis dans sa campagne, enfin c'est une hypothèse de sa campagne, c'est une candidate écologiste. Même si elle n'a pas le label Europe Écologie Vert, elle est une candidate écologiste, tout le monde le sait. La question de, alors après, modulo, qu'est-ce que c'est exactement l'écologie que représente Anne Hidalgo? Je suis tout à fait d'accord, on peut en débattre, mais en revanche, sur la question sociale, je ne vois pas trop comment elle va pouvoir renverser la vapeur en 6 mois et expliquer que si, c'est elle la question sociale. Catherine, très rapidement, tu me disais quelque chose juste avant qu'on commence l'émission sur justement ces femmes qui s'imposent en ce moment en politique. Il y a Anne Hidalgo, mais il y a aussi le duo dont on a parlé, Karine Roland, Anne Hidalgo. Qu'est-ce que ça dit aussi un peu de cette Johanna Roland et Anne Hidalgo. Ah oui, moi, ce qui m'a frappé, c'est que Anne Hidalgo, qui avait comme gros inconvénient d'être la maire de Paris, en avait un second, c'était sa façon d'être gnangnan, qui était mais pénible, quoi. Elle avait une façon mollassonne de dire les choses et d'être, et comme une espèce de douceur cuculapraline. Enfin, vraiment, c'était très, très désagréable. Et je trouvais qu'hier soir, elle a donné au contraire une image d'une femme politique qui était tout à fait affirmée, mais ni gnangnan, ni maman, la posture qu'avait pris Ségolène Royal, mes petits-enfants que j'aime les Français comme mes propres enfants, je sais pas quoi, ces salades qu'elle nous avait fait. Elle n'était pas bourgeoise, comme par exemple a pu l'être Simone Veil, ou empreinte de l'autorité, par exemple, de Martine Aubry, une masculiniste. C'est-à-dire que je trouve que Anne Hidalgo, hier, a été une leader politique femme. C'est-à-dire qu'elle n'était pas, elle ne cherchait pas à faire mec et elle ne cherchait pas à rentrer dans les poncifs féministes à la con. Et ce qui m'a frappée, c'est qu'en fait, Johanna Roland, donc, que j'ai découvert hier, je l'ai trouvée formidable. Je me suis dit, waouh, une deuxième. Et je repensais au débat des écologistes où on avait vu une Delphine Batho et une Sandrine Rousseau, ou des femmes super intéressant, enfin vraiment très 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 solide. Et puis si on veut bien réfléchir, Clémentine Autain pour l'élection régionale en Île-de-France, on a Mathilde Panot également qui vient d'être élue présidente du groupe de la France Insoumise. On a vraiment une nouvelle génération de femmes politiques qui incarnent différemment. Qui incarnent, qui n'ont pas peur d'être des leaders politiques, d'être des femmes politiques, mais qui jouent pas la femme d'une manière ou d'une autre, la femme fatale, la maman, la gnangnan, ou la bourgeoise isolée et du haut de sa supériorité de classe. Donc voilà, j'ai trouvé ça très intéressant et je trouve que de ce point de vue, tout le monde râle contre ce début de pré-campagne en disant c'est nul, c'est archi nul. Moi, je ne trouve pas du tout ça. Je trouve qu'on commence à entendre des choses intéressantes et par des gens que l'on n'entendait pas. Et c'est plutôt, moi, je trouve qu'il se dit des choses pas mal et que les femmes n'y sont pas pour rien, y compris d'ailleurs à droite, comment elle s'appelle Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, qui, dans son style, tient bien son cap. Attends, juste micro-point. J'ai juste un micro-point. En fait, il faut aussi quand même faire attention, même par rapport à nous, en fait, ce qu'on fait, c'est de limiter, en fait, la politique au discursif. En fait, et imaginer que toute la politique se réduit à des discours. Parce que nous, c'est vrai que c'est beaucoup ce qu'on fait. Ça, c'est la grande pensée de Pablo en ce moment. Oui, c'est ça. Pablo, il croit ça. Non, mais il faut faire attention parce que c'est vrai que c'est ce qu'on fait en permanence et je pense que une campagne, la politique d'ailleurs en général, c'est aussi un corps militant, un corps de sympathisants, un rapport avec les intellectuels, avec différents endroits en fait à la fois des luttes sociales et des luttes intellectuelles et que si un homme ou une femme politique, quand elle a l'ambition de se présenter à la présidence de la République, je pense qu'il faut qu'il soit au confluent, enfin
au milieu de tout ça. S'il n'est pas au milieu de tout ça, s'il a juste un discours qui est joli ou qui est intéressant, comme là, on l'a analysé par rapport à Anne Hidalgo hier, je pense que c'est pas suffisant et en fait, elle peut changer de discours et avoir un bon discours et rester à 5%. Allez, avant d'arriver à la droite, j'avais envie qu'on revienne sur les nouveaux amis de Fabien Roussel. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Fabien Roussel est vanté en ce moment par bien des personnes, à commencer par Causeur, le magazine Causeur, qui écrit un papier sur Fabien Roussel en titrant « Le candidat de gauche vraiment disruptif ». Il y a dans le week-end aussi Marlène Schiappa qui a vanté les louanges de Fabien Roussel, mais c'est aussi Jean-Michel Blanquer ou encore Finkielkraut ce matin, à l'invité, je crois, de CNews ou LCI, je ne sais plus, l'un des deux. Sans parler de Sonia Mabrouk qui avait expliqué qu'effectivement, enfin, un candidat de gauche qui sait parler de sécurité. Michel Onfray. Non, je n'ai pas vu Michel Onfray. Moi, je n'ai pas entendu Michel Onfray. Bah, si, Michel Onfray sur CNews ce matin. Il a parlé de Zemmour, dire qu'il était de gauche, mais que Zemmour, il trouvait ça pas mal. Et en toute fin d'émission, il a mentionné Fabien Roussel comme étant un candidat pour lequel il pourrait voter. D'accord. Ok, bah comme Monsieur Finkielkraut ce matin qui disait qu'effectivement à gauche il ne pourrait pas voter pour Hidalgo parce que c'est pas possible, Paris c'est trop sale, il ne pourrait pas voter pour les écolos parce que bon ça va les écolos trop wokistes quoi, mais Fabien Roussel c'est bon, il faut voir quoi, il dit j'attends de voir. Bah, je sais pas, qu'est-ce que ça dit de sa candidature, Catherine, Fabien Roussel? On va éviter d'être trop long et trop on reviendra sans doute plus largement sur cette candidature, mais on en a parlé la semaine dernière. Oui, on en a parlé la semaine dernière, et puis on a fait aussi un quiz où on reprenait ces phrases qui sont des phrases un peu malheureuses, en tout cas qu'on considère comme étant malheureuses, qui ont été visiblement assumées par beaucoup d'entre eux, mais quand même, là, ces nouveaux soutiens de Fabien Roussel sont un peu gênants, non? Non, elles ne sont pas malheureuses, ces phrases. Parce que je veux dire, c'est que ça dessine un profil de candidature, là. C'est-à-dire que les phrases que nous avons mis dans notre quiz et ce qui avait déclenché ce quiz qui a été diversement apprécié, on va dire, c'est que Fabien Roussel explique que les intellectuels ras-le-bol, quoi, ceux qui viennent nous dire comment vivre, ras-le-bol. Donc, alors, à regard, il se trouve que c'est un journal qui a une certaine histoire, qui est une histoire qui a été longtemps proche du Parti communiste, qui était un journal intellectuel, artistique, et qu'on n'abjure pas de cette histoire-là. Et que d'entendre le secrétaire général du Parti communiste, par ailleurs candidat à l'élection présidentielle, expliquer que les intellectuels ras-le-bol, ça nous a profondément choqués, parce que ça nous a paru comme une rupture avec l'histoire communiste, qui a été plutôt l'histoire de la rencontre entre les catégories populaires, le monde intellectuel et le monde artistique. Et que c'est ça qui a fondé, par exemple, dans le communisme municipal, le fait qu'on se soit battu pour des bibliothèques, des théâtres, des salles de danse dans les villes dirigées par les communistes. Donc, ça nous a émus, et d'ailleurs même d'en parler, je suis un peu émue de voir cette orientation qui est prise par Fabien Roussel et qui n'est pas anecdotique. Je veux dire, le problème, c'est la suite de toutes ces interventions qui ont commencé par une présence très malheureuse à la manifestation pro-flic, anti-justice, avec Zemmour et toute la clique des droites, Darmanin, etc. Bon, manifestation vraiment à laquelle il ne devait pas aller et dont il ne s'est pas excusé d'être allé, au contraire. Il ne s'excusera jamais. Il continue de revendiquer, absolument, il continue de revendiquer cette présence. Mais ça a été le début de tout un développement sécuritaire, d'une condamnation du fait qu'à la fête de l'humanité, on puisse dire mort aux vaches, alors que, je veux dire, qui va dans les manifestations depuis quelques années connaît les problèmes que cela pose pour les manifestants de tous ordres. Et puis là, il défend le concours de Miss France, puis les intellectuels ras-le-bol, puis les gens qui sont sans papier ont vocation à être conduits à la frontière. Enfin, ça commence à faire un genre de système que je trouve vraiment troublant, inquiétant, qui me met très profondément mal à l'aise. Et je crois que le trouble gagne beaucoup de monde
dans les gens qui ont de la sympathie pour le Parti communiste et son histoire. Pablo, rapidement sur ces nouveaux amis là, donc, que j'ai Ouais. cités, entre Marlène Schiappa, Blanquer, Finkielkraut, Causer, Sonia Mabrouk, tout ça, ça te dit quoi de sa campagne? Bah, moi, je pense que c'est inquiétant je sais pas en fait comment au Parti communiste, à Colonel Fabien, il gère en fait, ces nouvelles informations, là, toutes ces listes de gens qui trouvent que Fabien Roussel est quelqu'un de formidable et de respectable. Lorsque des gens comme ça considèrent que le candidat du Parti communiste est respectable, je pense qu'il faut commencer à se poser de sérieuses questions et de se dire mais qu'est-ce qu'on est en train de dire, quel discours en fait on est en train de porter dans le paysage public en fait. Et le rapport en fait à l'histoire communiste que rappelait Catherine, je pense il est primordial. Moi, je pense que la méprise la plus grande qui est en train de faire aujourd'hui le Parti communiste par la personne de Fabien Roussel, c'est la considération en fait de ce que c'est que le populaire, la définition qu'il donne au populaire. On en a un peu parlé, je ne sais pas si on en a déjà parlé ici, mais on en parle beaucoup à regard. Je pense que pour Fabien Roussel, être populaire, en fait, c'est genre essayer de répondre. En fait, il prend les trucs qu'il y a dans les sondages sur CNews, il regarde genre les tops des questions et il se dit ah bon bah, les gens veulent que les immigrés rentrent chez eux. Ah bah tiens, paf, je vais balancer ça à la télé. Les gens sont pour la chasse là. Ah bah paf, je vais balancer ça à la télé. Et donc j'imagine que c'est comme ça qui résonne. Je pense effectivement que, enfin, je pense que Fabien Roussel et d'autres en fait devraient arrêter de lire Astérix et Obélix et de regarder ces news et commencent un peu en fait à relire justement tous les livres en fait qui aujourd'hui font le sucre de notre gauche. Et ce sont des livres de sociologues, ce sont des livres de philosophes, ce sont des livres de sciences politiques. Et c'est ça aussi, en plus de son expérience du terrain. Et ça, je ne lui enlève pas, hein, parce que Fabien Roussel, il a fait un tour de France, il est allé voir les gens, etc. Mais il doit faire se rencontrer ces deux choses-là. Il ne peut pas aller voir les gens et regarder ces news et ensuite dire ce qu'il dit. Ce n'est pas suffisant quand on est candidat d'un parti Allez, aussi important, aussi historique que le Parti communiste. on continue de lancer l'appel et l'invitation à Fabien Roussel, qu'on invite très volontiers dans la midinale. On va renouveler cette invitation. On renouvellera l'invitation à d'autres parce que c'est important aussi d'avoir leur parole et de comprendre aussi ce qui se joue en ce moment au sein du Parti communiste français. Mais d'abord, on y reviendra souvent dans cet échange du dimanche, mais on va parler de la droite, ce qui nous arrive peu, mais on avait envie de s'intéresser à la droite parce que on se pose la question de qu'est-ce qui se passe. Le 4 décembre, c'est loin, et pourtant, c'est de la date qu'ils ont choisie pour choisir justement leur prochain candidat à l'élection présidentielle. Ils sont 6 hein, à être candidats pour les Républicains. Il y a Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Michel Barnier, Éric Ciotti, Philippe Juvin, Denis Père. Gérard Larcher, aujourd'hui, a donné une très grande interview dans le JDD. Il dit « Nous serons au second tour ». Ça a l'air mal parti quand même, non? Panique à bord chez les Républicains, Catherine? Bah, écoutez, il me semble, hein, moi, d'abord, je pense qu'ils ont plusieurs problèmes. C'est qu'ils ont du retard à l'allumage. C'est-à-dire que le 4 décembre, ça reste loin, ça apparaît loin. On pourrait penser, comme ça, on aurait pu penser froidement que le 4 décembre, pour désigner le candidat, finalement, ça correspondait au même calendrier qu'en 2016. Mais là, c'est tard, parce ils sont quand même quelqu'un qui leur mord le jarret et qui les met en grande difficulté. Donc, il faut qu'ils réagissent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils avaient décidé de ne pas faire de primaire pour ne pas se retrouver pris dans le piège, comme la dernière fois, d'élire quelqu'un de radicalisé, complètement déconnecté finalement de la réalité plus large de l'électorat de droite, qui s'appelait François Fillon. Et alors que tout le monde s'attendait à ce que ce soit Juppé qui sorte du chapeau, et bien là, il me semble qu'il est en train de se reproduire la même chose pour eux. C'est-à-dire que Barnier, que tout le monde donne comme le petit poussé de l'affaire, pourrait bien se retrouver choisi par les militants. Pablo l'avait dit déjà que Bertrand allait payer cher hein, d'avoir quitté le parti des Républicains. Et je pense qu'il paye cher d'avoir quitté le Parti républicain, qu'il paye cher sa défiance à l'égard du parti quand il avait annoncé qu'il se présenterait seul, et cette espèce de pitrerie de dire je ne prendrai pas ma carte et le lendemain de prendre sa carte. C'est-à-dire que finalement, cette incohérence qui apparaît comme un pied de nez au Parti républicain n'est pas appréciée par les candidats, par les militants, et ça risque de conduire à la défaite de Bertrand, ce qui va conduire les républicains peut-être à choisir
Michel Barnier qui, je ne crains, ne peut pas faire la maille et être au second tour. Ça, c'est vraiment, je sais pas, le piège est en train de se refermer d'une autre manière que lors de la primaire, et c'est toujours la question des militants. En fait, les militants ont des ressorts qui ne sont pas ceux du grand public, et ça, on est bien payé, nous, à regard, qui côtoyons beaucoup les militants de notre espace politique, c'est-à-dire de la gauche, pour savoir que ce que disent les militants, ce que pensent les militants, ce qu'ils expriment sur les réseaux sociaux, etc., ce n'est pas forcément exactement la même chose que de tout un chacun, et que parfois c'est bien parce que ça dynamise, et parfois ça vous met dans le mur parce que ça vous laisse à côté de la réalité. C'est peut-être ce qui va se passer chez les Républicains. Et il s'est passé quelque chose aussi assez étonnant chez les Républicains, parce qu'il y a aussi une augmentation assez forte du nombre d'adhérents des Républicains. Ça doit tomber dans tous les sens. Amélie de Montchalin, pour ne pas la nommer, parce que j'ai des belles références, vous voyez, je lis le JDD et le Parisien le dimanche. Et donc, dans le Parisien, Amélie de Montchalin dit « Les Républicains ne sont pas mûrs pour gouverner ». Ils habitent tous les Républicains, Pablo. Bah, ils ont une difficulté. Alors, moi, je n'ai pas lu Amélie de Montchalin, moi, j'ai lu Christian Estrosi. Genre une interview de Christian Estrosi, très intéressante sur Zemmour, notamment, toujours dans le JDD. Et ce que pointe Estrosi, c'est que les Républicains ont du mal en fait à se positionner par rapport à Éric Zemmour. En fait, le débat public aujourd'hui, il est complètement orienté. C'est le débat entre Éric Zemmour et puis un peu avec Marine Le Pen, un peu avec Macron, et puis un tout petit peu, les quelques miettes, un peu avec les LR, parce que Éric Zemmour s'adresse aux LR, hein, ils passent leur temps à les insulter, à dire que c'est des chochottes, des mauviettes, ou je ne sais pas quoi. Donc, mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas comment réagir. Aujourd'hui, on se souvient que Gérard Larcher disait de Éric Zemmour qu'il n'était pas raciste, il ne voulait pas admettre qu'il était raciste. On sait qu'il y a beaucoup de militants qui sont plutôt des adhérents des LR qui sont plutôt bienveillants à l'égard de la candidature d'Éric Zemmour. Et ce que dit Christian Estrosi, donc Christian Estrosi qui lui est plutôt parti du côté de Macron, hein, il a dit, je crois, qu'il allait voter Emmanuel Macron. Oui, il l'a annoncé. Ouais. Voilà. Christian Estrosi lui dit non, c'est au LR en fait de rentrer dans l'art d'Éric Zemmour, ce qu'ils ne font pas. Et je me demande en fait si aujourd'hui le micmac en fait dans lequel ils sont, ne vient pas aussi du fait qu'ils n'arrivent pas en fait à affronter cette extrême droite, vraiment ces rouges-bruns qui sont en train de, pardon, ces bruns qui sont en train de, oui, pardon. C'est bleu-brun. Juste brun, ces bruns en fait qui sont en train de prendre le pouvoir sur une partie des l'échiquier politique, ils ne savent pas comment s'adresser à ça. Et alors, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce que dit tout à l'heure, Catherine a parlé de Michel Barnier. Michel Barnier, c'est très intéressant parce qu'au départ, il avait vraiment le discours d'un européiste plutôt sympathique, un technocrate en tout cas. C'était vraiment un technocrate. C'était un mec qui avait bien négocié le Brexit, bien négocié. En tout cas, on lui savait gré d'avoir négocié le Brexit comme il avait pu, et on vantait ses qualités de négociateur, etc., de bien connaître les rouages de l'administration, blablabla. Là, quand on l'écoute ces dernières semaines, il prend des positions sur l'immigration, sur l'islam, sur la République, sur la laïcité. Il prend des positions qui ressemblent de plus en plus à celles d'Éric Zemmour. Et on se dit, si même Michel Barnier, je ne sais pas si on peut considérer que c'était un juppéiste, mais en tout cas, il représentait un peu la même chose, en tout cas moi, dans mon imaginaire, chez les LR, si même lui commence à prendre le chemin d'Éric Zemmour, Xavier Bertrand, c'est pareil, il voulait être un gaulliste social. Lui aussi, il a dit ça au tout début, quand il s'est lancé dans la campagne. Et puis maintenant, ça fait 6 mois qu'il ne fait que nous parler de renforcement de la procédure pénale, etc., et d'islam. Valérie Pécresse, j'en parle pas. Donc, il n'y a pas de salut, en fait, pour les LR, à mon sens, s'ils continuent, en fait, à se déplacer gentiment mais sûrement vers Éric Zemmour. Je ne dis même pas vers l'extrême droite, mais vers Éric Zemmour. Et donc aujourd'hui, il va falloir qu'ils résolvent ça très rapidement. Je pense que le jour où ils auront un candidat, c'est-à-dire après le 4 décembre, et ce sera peut-être trop tard, hein, mais bon, le jour où ils auront un candidat, ce candidat pourra, à mon avis, reconstruire, en fait, se remettre en fait, sur l'axe de ce que c'est vraiment les Républicains. Là, le problème, c'est qu'aujourd'hui… Je veux dire que chez les Républicains, la bataille se mène à la droite de la droite. Elle se mène parce que c'est l'agenda médiatique. C'est l'agenda médiatique, en fait, et ils se
colle à l'agenda médiatique et c'est triste pour eux. Moi, ce que je pense, c'est que le papier d'Estrosi, je l'ai lu comme toi, Pablo, dans le JDD, je l'ai trouvé vraiment très intéressant, et notamment parce que ce qui provoque son émotion à Estrosi, c'est la même que moi. C'est-à-dire, c'est celui d'un ex qui n'a pas complètement quitté et qui dit moi, quand j'entends Éric Zemmour se réclamer de Gaulle et du RPR, je suis ulcéré, quoi. Il est ulcéré de cette captation qu'est en train de faire Éric Zemmour sur la droite, je dirais la droite républicaine. Et ce qu'il me semble, c'est que, et donc il développe des arguments. Ce que je trouve intéressant dans l'article d'Estrosi, c'est pas simplement ses émotions, c'est qu'il dit des lignes en disant la droite républicaine doit dire que nous sommes attachés au droit du sang. Au droit du sol, que nous ne supportons pas une vision racialiste de la société française. Il développe ces arguments-là dans son article avec une certaine conviction. Et il me semble que ce que plaide Éric Zemmour, non, n'importe quoi, ce que plaide Christian Estrosi, ce que plaide aussi Jean-François Copé, il y a quelques semaines, a pris des positions assez tranchées contre Éric Zemmour. L'un et l'autre, alors ils sont plus aux affaires, donc ça les arrange certainement de filer des claques à leurs successeurs, etc. Bon, bref, ça c'est des petites salades, mais ceci étant, ce qu'ils disent l'un et l'autre, c'est qu'il faut reconstruire la digue, et c'est-à-dire rétablir du tabou, c'est-à-dire revenir sur la rupture. Il n'y a pas de continuité. Les phrases d'Estrosi, c'est qu'il y a une différence d'essence entre la droite républicaine et l'extrême droite. Il y a une rupture. Et ça a été la position qu'a tenue Jacques Chirac et qu'avant lui d'autres ont tenue depuis 1945, parce qu'ils savent que la droite ne s'est redressée dans ce pays que parce qu'elle a été en rupture, qu'elle a rompu avec l'extrême droite, et qu'il y a ce tabou qui s'est constitué. Et c'est un tabou nécessaire. Ce que je veux dire par là, c'est que si ce sont que les militants qui prennent la parole et qui décident, ça ne va pas le faire, surtout si on les lâche, on leur dit « allez-y les gars, c'est open bar, dites-nous ce que vous voulez, on va faire ce que vous voulez ». Je me souviens de la phrase de Jacques Chirac à propos des odeurs et du bruit, qu'il avait fait dans un banquet de militants du RPR. Et tu avais tous les militants du RPR qui étaient là, qui étaient satisfaits, heureux, qui applaudissaient. C'est-à-dire cette espèce de monstruosité qu'avait dit Chirac recueillait l'assentiment des militants. Et je crois qu'on a des militants qui perdent leur repère quand le tabou n'existe plus. Et je ne comprends pas que les dirigeants de la droite républicaine ne rétablissent pas cette ligne de fracture infranchissable entre la droite et l'extrême droite, parce que là, ils vont tout embarquer, quoi. J'ai une dernière question. Et les déshonneurs, c'est-à-dire ils auront la défaite et le déshonneur. J'ai une dernière question pour tous les deux en 2 minutes, si vous pouviez y répondre. C'est Arnaud Montebourg, aujourd'hui, qui était invité de BFM et qui accuse le gouvernement d'avoir mis en scène la candidature d'Éric Zemmour. Si quand même le gouvernement aurait cette capacité à mettre en scène la candidature d'Éric Zemmour, il a vraiment intérêt, le gouvernement, de se retrouver face à un Éric Zemmour au second tour? Bien sûr, si l'objectif c'est le pouvoir, si l'objectif c'est de rester en place, c'est évident Ma question, pardon, je me suis trompé. Est-ce qu'il a vraiment intérêt à affaiblir l'extrême droite au point que la droite pourrait être au second tour? C'est ça que oui, c'est ça. C'est que moi, je trouve que ce calcul est un calcul. D'abord, nourrir la haine, détruire la société dans ses liens et faire tomber ces tabous fondamentaux. Je ne vois pas du tout l'intérêt pour quiconque. Franchement, c'est un calcul méprisable. Je ne veux même pas penser que ce soit le cas, mais surtout, c'est que la conséquence de l'apparition d'Éric Zemmour, c'est que le billet d'accès au second tour baisse et que donc, ils sont très nombreux maintenant à penser pouvoir aller au second tour. Même Anne Hidalgo rêve d'aller au second tour. Jean-Luc Mélenchon pense qu'il peut aller au second tour. La droite pense, Larcher l'a dit ce matin, qu'elle sera au second tour. C'est-à-dire qu'en fait, Emmanuel Macron... Mais moi, je suis désolé d'être un peu plus... Et le ressentiment contre Macron peut trouver un débouché si quelqu'un offre une alternative à Emmanuel Macron
ce qui est possible. Moi, je suis désolé d'être un peu plus cynique que vous, mais beaucoup de gens à gauche se félicitent aussi de l'abaissement de ce niveau d'entrée au second tour, sans voir que cet affaiblissement, il vient du fait que Éric Zemmour est en train d'occuper tout le champ médiatique. Hein. J'ai vu à la fois Jean-Luc Mélenchon et les Verts se dire « Ah, mais voilà, regardez, on n'est pas loin du deuxième tour », et alors même que la situation est encore plus dramatique que lorsque le niveau au second tour était élevé. Ce que je veux dire, c'est que des hommes et des femmes politiques, qui soient au pouvoir ou pas, qui jouent avec le feu, c'est pas comme si c'était une nouveauté en fait. Hein. Et il le faut d'autant plus que lorsque l'on voit savoir si Emmanuel Macron a vraiment mis en scène le Zemmour, je pense pas qu'il en ait la possibilité. En fait, je pense pas qu'il en ait la capacité. Mais en revanche, tout ce qu'ils font depuis maintenant à la fois plusieurs années, depuis qu'ils sont au pouvoir, avec les différentes lois, les immigrations, séparatisme, etc. Évidemment, c'est ça aussi qui a fait que Éric Zemmour est arrivé au second tour. Toutes les fois où ils sont allés parler là, dans Valeurs Actuelles, faire des interviews à Valeurs Actuelles, aller expliquer, genre chez Sonia Mabrouk, je sais pas quoi. Enfin, ça, c'est ça qui participe. Et ils y ont participé depuis maintenant plusieurs années. Ils ont participé à la création en fait de ce monstre à la médiatico-politique qu'est Éric Zemmour. Et après, je sais pas ce que Emmanuel Macron a dit à Éric Zemmour lorsqu'il s'est fait agresser là et qu'il est pas, soi-disant, ils ont passé 3/4 d'heure au téléphone à se faire des bisous là pour dire ah là là, c'est triste. Il le fait pas avec toutes les personnes qui sont agressées en France. Hein. Il est connu qu'Éric Zemmour a écrit des notes à Emmanuel Macron. Exactement. Quand Emmanuel Macron lui a dit exactement, ça a été révélé qu'il a demandé d'écrire une note sur les banlieues. Voilà. Donc il y a un rapport en fait qui existe entre eux. Catherine, le mot de la fin est pour toi. Oui, bah, je ne pas ces mots de la fin, mais je n'ai pas grand-chose à dire. Mais je trouve que la situation est absolument exécrable parce que de voir l'extrême droite à 30-35%, je trouve ça absolument insupportable. Néanmoins, ce que je crois, c'est que oui, mais la France n'a pas changé. Je veux dire, on n'est pas passé d'un pays qui porte des idéaux d'égalité et de liberté à un pays de facho comme ça en 2 temps, 3 mouvements. Ce que je pense, c'est qu'on est dans une situation d'étouffement des alternatives et que si on réouvre les portes, c'est un effet collatéral de l'apparition de Zemmour, c'est que d'un seul coup, et je le disais tout à l'heure, je trouve qu'en ce moment, on entend des choses intéressantes dans tous les coins, même pour qui a le courage d'écouter Juvin. Moi, j'ai eu le courage d'écouter Juvin sur France Culture, qui est un des candidats de la droite. Et ben, même lui, il dit des trucs intéressants. C'est-à-dire qu'en fait, il se dit des choses intéressantes parce qu'on sent qu'il faut débloquer cette situation qui ne peut pas rester en l'état et que, au fond, je n'en veux pas, moi, aux candidats de la gauche de se dire qu'ils ont un espace pour pouvoir se faire entendre. Et se faire entendre, ça a un rapport avec la crédibilité politique. On va finir sur cette note optimiste. Ouais, et j'imagine que les commentaires vont fuser aussi sous cette vidéo entre Anne Hidalgo, Fabien Roussel et la droite. À dimanche prochain. Salut. Salut.